Vous voyez ces livres? Ce sont les livres que je devrais avoir lus pour obtenir de nouveau le droit d'acheter des livres. Parce que là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2024, ok, mais j'ai commencé l'année avec 108 livres dans ma pile à lire. J'ai lu 28 livres pour l'instant, et pourtant ma pile est seulement à 99. 108 moins 99, on est très loin du 28 livres que j'ai lu quand même. Clairement, j'ai manqué de discipline dans les derniers mois et c'est exactement ça que je vais tenter d'exercer aujourd'hui. Parce que ce mois-ci, il va y avoir le nouveau livre de Emily Henry qui sort. Donc c'est Funny Story et il est publié le 23 avril. Présentement, nous sommes le 13. Et donc moi, normalement, ok, le 23 avril, j'arriverai en librairie, j'achèterai directement Funny Story, instantané. Mais si j'ai pas lu ces livres-là d'ici là, ben je vais attendre, je vais patienter avant de l'acheter parce que de toute façon, même si je l'achetais directement, est-ce que je le lirai instantanément? Je n'en suis pas certaine. Alors, je vais vous présenter ma pile à lire pour ce vlog. Donc, j'ai décidé de commencer ma sélection avec un titre que j'avais acheté assez récemment et qui me donnait envie. Donc, Imogen Obviously de Becky Albertalli. C'est une romance jeune adulte saphique et j'en ai entendu du bien, mais je l'ai surtout acheté parce qu'il était rose. Donc, écoutez, on va espérer que mon obsession pour cette couleur ne me trahisse pas à niveau littéraire. Et donc, j'ai voulu y aller avec un achat récent parce que j'ai aussi des trucs moins récent. Donc dans ma vidéo de pile à lire du printemps où je piochais au hasard tous les titres, j'étais tombée sur Voyage fatal de Kathy Reichs. Et ça, c'est un livre que j'ai emprunté à ma grand-mère. Je sais pas si j'ai demandé, mais il est chez moi. Non seulement je me suis permise d'emprunter un de ses livres, mais aussi je me suis permise après ça de le laisser pétrir sur mes étagères pendant 2 ans. Donc voilà, je vais le lire. Ensuite, le troisième choix, c'est pas un livre qui traîne dans ma palle nécessairement depuis des années, mais c'est un livre que j'ai l'impression qu'il risque de traîner dans ma palle pendant des années. Parce que c'est La boîte de Pandore de Bernard Werber. Et récemment, j'ai lu quelques-uns de ses livres qui m'avaient déçue et je suis comme dans une période de fatigue face à lui. Ça, c'est le dernier livre de lui que j'ai chez moi. Donc, ça servira en quelque sorte comme un test. Et s'il me déçoit, je pense que ça va être fini. Peut-être pas nécessairement à vie, là, entre Bernard Werber et moi, parce qu'il y a des choses qu'il a faites que j'ai aimées. Mais à moins qu'on me recommande spécifiquement quelque chose, je pense que je vais arrêter de juste prendre à l'aveugle ces livres dès que je les vois. Donc voilà, pour l'instant, une romance, un roman policier et une science-fiction. Et donc, on va enchaîner avec quelque chose que j'avais particulièrement hâte de lire depuis un moment. Donc, je cherche juste un peu la première excuse possible pour l'inclure dans une vidéo, et donc le voici. The Marriage Act de John Mars. C'est un auteur que j'aime, je viens d'entendre des avis ultra positifs autour de moi de gens qui venaient tout juste de le lire, et donc ça c'est un peu une autre bouée dans ma palle entre les lectures que j'ai plus tendance à procrastiner. Et donc ça c'est comme une dystopie slash thriller slash science-fiction, je sais pas, mais comme d'habitude, je vous donne les résumés exacts quand j'ai commencé à lire les livres. Et donc pour le dernier titre de la palle, j'avais envie de prendre quelque chose que j'avais pas nécessairement super envie de lire, mais que je savais qu'il se lirait facilement. Alors il s'agit de Skidamarinck de Guillaume Musso. Et donc ça aussi c'est un peu comme Bernard Werber où c'est un auteur que j'ai lu plusieurs fois et qui m'a déçu pas mal dans toutes les dernières lectures que j'ai faites de lui. Et donc ici c'est son premier roman publié à vie. On va voir où est-ce que ça m'amène. Mais en général, même quand j'aime pas trop ces histoires au final, c'est toujours facile à lire. Il y a une raison pour laquelle cet auteur est un des plus vendus en France. Donc voilà, c'est la stratégie que j'ai choisie pour ma pile à lire, donc c'est ça. J'alterne entre des livres que j'ai envie de lire et d'autres peut-être moins. Mais on sait jamais, hein, c'est jamais parce que j'ai envie de lire un livre qu'il va nécessairement plus me plaire qu'un livre que j'avais pas envie de lire. Ça, on l'a vu à de maintes reprises sur ma chaîne. Et donc c'est bon, maintenant il me reste juste à fermer la caméra et aller lire, et c'est ce que je vais aller faire. Bye! Ok, je sais qu'il est 1h du matin, donc ça doit pas aider mon cas, mais j'essaie de lire Skidamarinck. Je m'emmerde. Je m'endors. Oh my gosh. Je suis à la page 184 et je suis inquiète. Je vais essayer de continuer, mais j'aurai des choses à vous dire. Bonjour! J'ai décidé que j'allais terminer Skidamarinck avant de venir vous en parler parce que j'ai atteint un certain stade dans ma lecture où je me doutais bien que mon avis n'allait pas changer. Et donc pour éviter de juste comme me répéter 2 fois dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un avis global. Et donc, dans la globalité,
C'est un livre que je n'ai pas aimé. Mais bon, je l'ai lu, c'est fait, donc je vais vous en parler pour espérer après ça l'oublier peut-être à tout jamais. Avant de vous dire mon avis par contre, il y a une information très intéressante qu'il faut que je partage. Et c'est que Skidamaring, c'est le premier roman publié à vie de Musso, mais le truc c'est que c'est pas avec celui-ci que sa carrière a réellement démarré, genre je pense que c'est son deuxième roman qui lui a amené du succès, et maintenant que j'ai lu celui-ci, je comprends pourquoi. Mais donc, ce qui s'est produit, c'est que au fil de la carrière de Musso, sa croissance et tous les millions de fans qu'il a accumulés, ben il y avait beaucoup de gens là qui voulaient lire son premier roman, mais il était plus imprimé. Et donc il a commencé à y avoir des exemplaires à 300 € qui étaient vendus sur le net. En tant que personne qui a lu le roman, je suis désolée pour les personnes qui ont payé 300 € pour ça. Et donc, en voyant l'attrait des lecteurs et aussi leur volonté à s'ouvrir les poches pour mettre la main sur un exemplaire, les éditeurs ont décidé de le réimprimer, le rééditer en 2020. Donc la nouvelle édition commence avec une note de l'auteur qui explique que c'est justement son premier roman et qu'il avait essayé de le réécrire, mais qu'il avait fini par se rendre compte qu'il aimait en quelque sorte son roman, même s'il voyait qu'il avait des défauts. Et donc c'est ça, ça a été réédité tel quel, je pense. Est-ce que c'était une erreur? J'aurais pas l'arrogance de le dire, mais j'ai peut-être l'arrogance de penser que oui. Donc Skidamaring, de quoi ça parle? Ça parle de 4 personnes qui reçoivent toutes par la poste un morceau découpé de la Joconde qui vient tout juste d'être volé. Et donc ces 4 personnes vont finir par se réunir et on sait pas trop c'est quoi les liens entre elles non plus. Et donc il y a une enquête qui va commencer. En soi, c'est quelque chose d'intéressant et je pensais pas que quelqu'un pouvait genre ruiner le concept. Mais bon, je peux pas blâmer Musso d'avoir écrit une pire version du Da Vinci Code parce que le roman a été publié avant le Da Vinci Code. Donc ça au moins, c'est bon. Mais j'ai eu des problèmes avec ce livre, ok, j'en ai eu plusieurs. Le principal pour moi, c'est vraiment que après les quelques premiers chapitres intrigants du roman, on nous introduit un certain personnage qui va avoir un rôle dans toute cette enquête et tout, et j'ai pas compris l'intérêt. On dirait que pour moi, c'était le chemin le moins intéressant à suivre. Et plus on avançait dans l'enquête, plus on continuait d'amener des trucs que j'étais comme, mais il me semble qu'on aurait pu parler de quelque chose de plus intéressant que ça. Et donc bon, pour moi, l'enquête en soi, zéro intérêt. J'aurais honnêtement abandonné ce livre si j'étais pas en train de filmer ce vlog. Et malheureusement, c'est même pas le seul truc qui m'a déplu. Donc ensuite, La Plume, ça paraît que c'est son premier roman. Je suis pas la plus grande fan de Musso actuellement. Genre j'ai lu 4-5 de ses romans et j'ai fini par trouver un petit peu les schémas trop répétitifs et tout. Mais en soi, je suis capable de reconnaître que Musso, c'est un auteur qui est extrêmement doué pour divertir ses lecteurs. Habituellement, quand j'ai ces romans, ok, peut-être que j'ai pas un coup de cœur, mais je passe un bon moment. Là, le bon moment, là, il est passé à côté de moi. La Plume était pas du tout retravaillée. On dirait qu'il y avait pas de cœur. Il y avait des trucs très bizarres au niveau du rythme et de la construction des scènes. Et j'étais pas certaine si j'étais la seule personne à l'avoir ressenti de cette façon. Donc, quand j'ai terminé le roman, je suis allée lire des critiques juste pour voir. Et j'ai vu quelqu'un qui disait « Le rythme n'a parfois aucun sens narratif et ruine des moments à fort suspense. On passe plus de temps à lire une description d'un repas banal qu'une tentative de meurtre. » Et c'est exactement ça, ok? Quand il y a des actions majeures qui se produisent, c'est comme introduit de façon tellement précipitée, soudaine, et hop, c'est fini. Ils sont attachés à quelque part, oh, bon, c'est bon, ça fait 10 heures qu'ils sont passés soudainement, et hop, ils se sont libérés. Mais après ça, t'as des pages d'explications, de genre tel concept, telle compagnie, l'historique de blablabla, c'est super débalancé. Ensuite, les personnages. Il y en a pas un seul que j'ai aimé. Je les trouvais pas intéressants, je trouvais pas leur lien intéressant. Et le pire d'entre eux, à mon avis, c'était le narrateur. Et j'étais incapable de dire si c'était voulu qu'il soit aussi comme condescendant et désagréable. Je sais pas si j'étais supposée l'aimer ou si ses défauts étaient volontairement glissés dans la narration par l'auteur ou si l'auteur se rendait juste pas compte que c'était des défauts. J'avais l'impression qu'il était écrit comme un personnage qui devait paraître comme le plus sensé, le plus intelligent et tout, mais c'est ça, moi c'était juste la condescendance pure que je voyais de sa part, puis j'ai développé aucun attachement pour lui. Aussi, les personnages féminins, des choses malaisantes, là, il y a des choses malaisantes, mais ça a été écrit en 1999, donc je vais pas juger. C'était rien de suffisamment grave pour que ça affecte comme mon appréciation du roman, mais tout le reste était suffisamment grave pour l'affecter. Vraiment, à l'exception des premiers chapitres pendant lesquels j'avais encore espoir que ce livre allait m'offrir quelque chose de pertinent, il n'y a pas un seul aspect du roman qui m'a plu. Ça a été un flop
total. J'ai choisi ce truc-là parce que je me disais ça va se lire rapidement, ça va être divertissant, tu sais, ça fera un livre de moins dans ma palle sans me demander trop d'efforts. Mais il y a de l'effort qui m'a été demandé. Au moins, je suppose que ça signifie que Musso en tant qu'auteur a vraiment fait un chemin incroyable parce que sincèrement les livres que j'ai lus de lui dans les dernières années se trouvent à des années-lumière de celui-ci. Mais donc voilà, hein, il faut bien commencer par quelque part, mais je suis pas certaine que dans ce cas-ci, le premier pas a été la publication. Je trouve ça dur d'exprimer librement mon avis sur ce livre parce que en soi, mon avis est méchant, mais c'est pas volontaire, genre j'aurais préféré être ici en vous disant oh mon dieu c'était incroyable, j'ai adoré, mais j'ai pas adoré, ça m'a fait souffrir, vraiment. Pendant que je lisais ça, je réfléchissais au fait que, en tant que lecteur, parfois, on se met dans la position où on traverse comme volontairement quelque chose qui nous fait chier pendant des heures. C'est quelle sorte de hobby ça en fait? Donc, ma note finale, je lui donne un 1.5 étoiles. Je trouve ça triste, mais bon, c'est comme ça que ma lecture s'est déroulée et je tenais à vous partager mon avis pour peut-être vous convaincre de vous concentrer sur d'autres livres de Musso si vous avez envie de le découvrir. Donc je vais aller poursuivre ce vlog en espérant tomber sur une prochaine lecture que je vais aimer et on se reparle très bientôt. Ok, je suis rendue à la moitié de Imogen Obviously et pour l'instant j'aime vraiment ça. Ça fait tellement du bien de lire un livre que j'ai envie de lire chaque fois que je l'ouvre. Je l'ai commencé hier soir là, puis je suis rendue à la page 206 et à mon avis je vais peut-être le finir ce soir ou demain. Ah, je suis contente parce que moi je cherche constamment des romances saphiques, mais le souci c'est que le principe des romances, en général, ça finit toujours par m'énerver parce que soit les sentiments sont établis trop tôt et je passe le reste du roman à m'ennuyer parce que je comprends qu'ils s'aiment, ok, ou alors je passe un bon moment, mais évidemment, il faut qu'il y ait une crise qui soit introduite dans le couple pour qu'il y ait un obstacle à surmonter avant la fin pour étirer la sauce un petit peu. Et donc les romances, souvent, ça teste ma patience et là, je sais que je suis trop dans le livre pour vraiment dire que celui-ci va pas le faire, mais pour l'instant, dans la première moitié, tout était parfait pour moi. Parfait, c'est un grand mot. Je dirais pas que c'est genre coup de cœur total, mais j'aime beaucoup. Ok, excusez-moi, il y a du bruit devant ma fenêtre. Je vais aller ailleurs. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais parler du fait que c'est une romance saphique particulière parce qu'on suit une protagoniste qui est pas mal certaine qu'elle est hétéro parce que tout son entourage fait partie de la communauté LGBTQ+. Il y a sa petite sœur qui est née puis qui a mis 2 secondes vraiment à réaliser qu'elle était lesbienne et à le proclamer. Et donc, elle, à cause de son entourage et tout ça, elle est très renseignée sur la réalité d'être une personne queer et tout, et donc elle se dit ben c'est sûr que si j'étais pas hétéro, je l'aurais réalisé. Parce que c'est pas le cas d'une personne qui a de l'homophobie internalisée puis qui est pas trop à l'aise avec ça ou qui en connaît pas beaucoup sur le truc. Non, elle littéralement elle fait partie d'un club genre pour la libération puis les droits des personnes gays. Mais donc ce qui se passe c'est que elle va aller visiter sa meilleure amie qui est dans une école et qui fait partie d'un groupe d'amis qui sont vraiment toutes des personnes LGBTQ+. Et le souci c'est que sa meilleure amie va avoir raconté à tout le monde que la protagoniste est son ex-copine. Et donc, la protagoniste va être mise dans une position où elle va devoir faire semblant qu'elle n'est pas hétéro. Et le souci là-dedans, c'est pas que ça la dérange, que des gens pensent qu'elle est pas hétéro, mais c'est que elle a beaucoup de culpabilité, de genre, c'est quoi la bonne chose à faire en tant que personne hétéro? Elle a pas envie de s'immiscer dans un espace qui est pas le sien, de s'approprier des choses qui sont pas les siennes réellement parce qu'elle est hétéro. Mais ça, c'est ce qu'elle croit. Et donc, la première partie du roman, c'est vraiment elle qui essaie de faire la paix avec ce qu'elle est en train de faire. Elle est pas à l'aise du tout, mais en même temps, elle se sent vraiment genre à la maison parmi ce groupe d'amis. Et il y a une certaine demoiselle à qui elle parle de plus en plus, puis c'est comme... Donc nous, en tant que lecteurs, c'est très clair dès le départ, ben, surtout avec le résumé et tout, que c'est l'histoire d'une fille qui va réaliser qu'elle est pas hétéro finalement. Et heureusement qu'on le sait, parce que si je savais pas que c'était une romance saphique, je trouverais ça vraiment bizarre de la manière que c'est écrit, parce que si vraiment elle était juste hétéro point barre, ce serait un petit peu
désagréable de la lire constamment, avoir tous ces trucs de comme « Ah, mais je veux pas m'approprier ça, ah, mais je veux pas blablabla ». Mais dans le contexte, ça fonctionne. Parce que Becky Albertalli, c'est une autrice qui a seulement écrit, je pense, des romances entre des personnages LGBTQ+, mais je pense qu'elle le faisait au départ en tant que personne hétéro, et c'est juste après beaucoup de temps qu'elle s'est rendue compte que non, finalement. Donc je pense que ça a été une révélation un petit peu choc pour elle de voir que malgré tout ce qu'elle connaissait de la communauté queer, de son implication là-dedans, ben qu'elle avait pas non plus encore compris sa propre identité. Donc ça, c'est un sentiment qui est très bien retranscrit à travers le roman. Vraiment, je comprends son point de vue, puis j'ai hâte de voir l'évolution du personnage avec tout ça. Et le truc qui me rend le plus heureuse, c'est que j'aime la romance pour l'instant. Genre, je ressens vraiment le truc mignon entre elles. Elles se parlent, puis je suis comme je le ressens. Donc voilà, pour l'instant, là, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. J'espère qu'il y aura rien d'énervant. C'est toujours ça. Les romances, peu importe à quel point j'aime le début, là, faut juste pas que la suite m'énerve. S'il vous plaît, pas des problèmes énervants, ok? Vous pouvez avoir des problèmes, des obstacles, je comprends, c'est naturel. Mais pas des trucs énervants. Donc je vais aller le continuer et peut-être le terminer très bientôt et je vous en reparle. Oui! Non, mais j'ai tellement aimé ce livre. Je pense que j'ai même pas filmé un seul clip pour voir la transition entre les deux, tellement j'ai lu ce truc rapidement. Je voulais même pas prendre les quelques secondes que nécessiterait l'action d'aller chercher ma caméra pour me filmer en train de lire. Mais si vous m'aviez vu en train de lire ce livre-là, c'est à ça que j'aurais ressemblé. Ça fait du bien de trouver une romance qui sait comment le faire. La relation cute et mignonne était là. Les trucs énervants étaient pas là. Il n'y a pas eu de crise des 80% qui me donnait envie de m'arracher les yeux. Le gros conflit final, c'était pas quelque chose de pas nécessaire entre les deux filles, c'était quelque chose d'externe qui était un réel cri du cœur de la part de l'autrice. Et son cri du cœur, là, mon cœur en a entendu chaque mot. Parce que je vous avais expliqué brièvement dans mon clip précédent que Becky Albertalli, c'était une autrice hétéro qui publiait des romances queer et qui s'était rendu compte en cours de route que finalement non, elle était bi, puis toute sa vie en fait elle avait aimé des femmes mais elle s'était pas rendu compte sur le coup que c'était ça. Ça peut être difficile de savoir en voyant une belle femme si on l'envie parce qu'on aimerait ça genre être aussi belle qu'elle, ou alors si c'est de l'attirance pure et qu'on aimerait être avec elle. Donc ça c'est quelque chose qui est super bien représenté dans le roman et ça c'est quelque chose que l'autrice a vécu personnellement. Mais au-delà de ça, le truc le plus important c'est que l'autrice a subi énormément, je veux pas utiliser le mot harcèlement, je veux pas... mais c'est qu'il y avait énormément de discussions en ligne constamment avec le fait qu'elle était une femme hétéro qui écrivait des romances queer. Genre, est-ce qu'elle avait le droit? Et ce qui s'est produit, c'est que les gens étaient tellement intense dans leurs propos que quand elle est venue à réaliser qu'elle était bisexuelle de son propre côté, ben elle a comme été un peu forcée de faire son coming out parce que les gens lui mettaient constamment la pression de le faire. Et c'est la même chose qui s'est produit d'ailleurs avec un acteur qui jouait dans la série Heartstopper. Donc dans la série, ben il jouait le rôle d'un garçon qui était amoureux d'un autre, mais lui il mettait pas publiquement d'étiquette sur son orientation pour des raisons qui lui étaient propres. Et au fil de l'harcèlement, ça c'était vraiment de l'harcèlement des fans, il a été forcé d'admettre qu'il était bisexuel. Et je trouve vraiment que Becky Albertalli a réussi de la meilleure façon possible de faire transmettre son message à travers le livre. Tu comprends que la raison pour laquelle les gens sont si intenses à vouloir sortir les autres de la garde-robe, c'est parce que les gens sont fatigués de se faire moquer et discriminer toute leur vie, puis après ça, plus tard, quand l'homosexualité est vue comme quelque chose de plus accepté que ce l'était autrefois, ben là, il y a des personnes hétéros qui arrivent, puis ce sont leur art à elles qui sont mises à l'avant plutôt que l'art des personnes queer qui ont vécu les choses dont elles parlent. C'est un sujet ultra sensible et difficile parce qu'il n'y a pas de côté qui est totalement fautif, et vraiment là, vraiment, ça a été réussi là-dedans. Ça me fait tellement de la peine de lire qu'est-ce que l'autrice a pu ressentir dans sa propre vie. Puis je pense que c'est un roman important à lire pour cette raison, que tu sois une personne queer ou hétéro. Et en mettant tout ça de côté, ok, c'est tellement divertissant, c'est joyeux, c'est léger, c'est cute, j'ai tellement aimé. Je l'ai lu en moins de 24 heures, et si j'avais pas une vie, je l'aurais lu en moins de 4 heures. Pour moi, c'est une des meilleures romances jeunes adultes que j'ai lues, c'est la meilleure romance saphique que j'ai lue jusqu'à présent. Le seul truc qui a fait en sorte que ça n'a pas été un coup de cœur 5 étoiles pour moi, c'est qu'il y avait souvent comme
des conversations par texto ou des inside jokes qui se construisaient entre les personnages et j'en saisissais pas toujours comme l'intérêt et l'humour. Genre il y a toute une grosse blague à propos de saucisses puis j'étais juste pas intéressée aux saucisses. Mais pour moi là, 4.5 étoiles. Je serais pas fâchée, ok, de dire 5 étoiles, mais c'est pas un 5 étoiles, mais ça m'a fait du bien de lire ça, vraiment. Il y a tellement de choses qui ont résonné avec moi là-dedans, puis je vais y réfléchir pendant longtemps, je pense. Donc voilà, nous avons la première victoire de ce vlog. Je suis contente. Maintenant, on va passer à un livre que j'ai moins envie de lire, mais ça veut pas dire que je vais moins l'aimer. Bon matin. Je suis encore en pyjama, je suis encore fatiguée, mais je voulais vous faire une mise à jour pour exprimer mon découragement actuel face à la boîte de Pandore. Parce que là, ça fait plusieurs jours que je lis et j'en suis seulement à la page 178 sur 543. Et on n'est pas sur la même situation que Skidamarinch, par exemple. C'est pas qu'il y a absolument rien qui m'intéresse dans le récit, mais c'est que je le vois là, très clairement que après la lecture de ce livre, je risque de ne plus jamais lire de Bernard Werber, à moins, comme mentionné, que quelqu'un me recommande un titre en particulier, parce que sa plume le fait pas pour moi. Je comprends pas exactement pourquoi, parce que moi je suis une grande lectrice de science-fiction et donc je suis habituée à lire des science-fiction écrites souvent par des hommes qui préfèrent un style de narration très froid, direct, presque énumérateur. Et souvent ça m'a pas empêché d'adorer un récit à cause de ses idées, de l'ambiance, le suspense, le stress, tout. Donc par exemple, mon livre préféré de tous les temps, La forêt sombre de Liu Cixin. Ce truc est froid, mais c'est mon livre préféré. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est qui fait que la froideur de Bernard Werber ne colle pas avec moi, mais vraiment, j'y arrive pas. J'aimerais ça comme avoir une crème spéciale pour badigeonner les pages d'amour. On dirait qu'il manque d'amour. Là, pour être clair, je dis amour dans le sens de soin de la plume, pas dans le sens de romance. Mais bon, je vais quand même essayer de le continuer et de vous donner son résumé d'abord. Donc, ça parle d'un professeur qui va assister à un spectacle d'hypnose et à son grand malheur, il va se faire appeler sur le stage pour être un cobaye. Et ce qui va se produire, c'est que l'hypnotiste va lui demander de plonger dans son passé et il va y avoir une série de portes qui va s'ouvrir à lui et chaque porte représente une vie antérieure qu'il a vécue. Et donc il va ouvrir une première porte et la suite du récit, ça va être lui qui gère les conséquences de ce choix. Donc en soi, c'est intéressant. Puis là où j'en suis en ce moment, je trouve que le récit a encore des chances de se montrer intéressant. Mais je sais déjà que ce sera pas un coup de cœur. Je sais, présentement, j'espère que ça va rester en haut du 3 étoiles. Et je pense que si j'avais jamais lu de Bernard Werber dans ma vie, oui, ça pourrait être plus positif que l'appréciation que je ressens présentement. Mais c'est juste que, on dirait que je suis juste épuisée. Il y a quelque chose qui colle pas avec moi dans la façon où c'est écrit. Ça me fait de la peine parce que c'est un grand auteur de science-fiction et je veux plus que tout encourager les auteurs de science-fiction francophones. Genre oui, amenez ça dans la francophonie, on en veut. Je sais pas si vous en voulez, mais moi j'en veux. Donc je vais aller essayer de continuer ça. Bonne chance à moi. Bye! Ok, je suis presque à la page 300 et ça s'améliore un petit peu. Donc, je continue. J'avais très envie d'abandonner, mais je continue. Dix jours plus tard, je l'ai terminé. Ça s'est définitivement amélioré à partir des 250 pages, je dirais. Mais est-ce que ça s'est suffisamment amélioré pour que ce soit un livre que j'ai apprécié au final? Non. Je trouve ça un peu fou, en fait, de pas avoir beaucoup aimé ce livre parce que on y parle beaucoup de réincarnation passée et je veux dire, moi, mes parents sont moines bouddhistes, j'ai grandi dans ce contexte-là, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais c'était pas les idées qui étaient mauvaises là-dedans, c'était juste la plume. Je trouve vraiment que ça manquait d'âme. J'avais l'impression que les personnages étaient juste des véhicules pour faire avancer le récit et non des vraies personnes. Et j'ai un exemple précis pour ça, mais c'est un spoiler, donc je vais vous mettre le temps. Si vous voulez rien savoir de spoiler sur ce livre, sautez après le temps qu'il s'est inscrit. C'était pas très français comme phrase, mais il est passé minuit, donc excusez-moi. Mais donc, le truc qui m'a dérangé, c'est que, ok, on a affaire à un protagoniste qui, suite à une séance d'hypnose, est capable d'aller revisiter comme ses vies passées. Ça se présente sous la forme d'un corridor avec des portes et chaque porte représente une vie. Donc lui, il est très excité, il raconte tout ça à sa collègue de travail et sa collègue lui dit tout de suite que la personne
personne qui a guidé sa séance d'hypnose est une manipulatrice parce que elle-même, quand elle était jeune, elle est allée voir un psychologue qui, par un peu la suggestion et l'hypnose, lui avait fait remonter des faux souvenirs d'une agression et par conséquence, elle avait accusé faussement quelqu'un et s'en était rendu compte juste comme plus tard dans sa vie. Donc, elle, clairement, elle a une raison pour laquelle elle croit absolument rien de ce que le protagoniste lui dit. Mais ce qui va se passer, c'est que la protagoniste va l'envoyer genre dans un asile où le psychothérapeute utilise des méthodes de torture pour un peu genre reset le cerveau des gens, effacer complètement les souvenirs que le protagoniste a eu de son expérience. Genre, c'est comme horrible comme truc. Et là où vraiment toute la crédibilité, à mon avis, est sortie par la fenêtre, c'est que quand finalement cette femme découvre qu'elle a envoyé son ami, parce qu'ils sont collègues mais ils étaient des bons amis, elle a envoyé son ami dans un asile où il se faisait torturer puis elle voulait rien croire, elle dit même pas désolée. Ils ont littéralement juste une conversation téléphonique où elle dit « Ah, finalement, il y a une autre patiente là qui a témoigné qu'elle aussi, elle se faisait torturer, donc c'est bon, le gars se fait envoyer en prison et c'est tout. » Et donc, finalement, je te crois, j'aimerais savoir plus. Mais il y a pas de désolé, il y a pas rien. Puis le protagoniste, il est juste comme « Ah, super, c'est réglé, ok, on continue. » Hello? Hello? Genre littéralement pendant que le protagoniste se faisait torturer par le médecin méchant, le médecin en question, il arrêtait pas de dire que « Ah, c'est ton amie qui t'a envoyé ici et elle me fait totalement confiance, alors il y a aucune chance que tu puisses t'en sortir. » La fille, elle dit même pas désolée. Ah! Puis c'est pas parce que elle est une personne désagréable, genre c'est pas écrit avec cette intention. C'est littéralement juste parce que il fallait que dans l'histoire, ces deux personnes se réconcilient de nouveau pour qu'un nouveau truc arrive. Donc voilà, déçue. Je suis déçue parce que comme mentionné, je veux encourager Bernard Werber. Je veux encourager la science-fiction francophone. Mais clairement, moi c'est au niveau de l'écriture. C'est juste pas un style de narration qui me plaît. Et donc pour moi personnellement, ça finit par quelque chose comme un 2.5 étoiles, je crois. Bref, j'ai un peu enfin passé à autre chose. Oh mon dieu. Sky News had filled its schedule with tributes from other social media Je suis littéralement dans mes toilettes en ce moment parce que Noah dort puis je veux pas le réveiller. Mais je voulais juste vous dire que je suis à 100 pages de The Marriage Act. J'aime beaucoup pour l'instant, mais je peux pas vraiment vous en parler parce que ma vie est compliquée en ce moment. Je vous explique plus tard. Puis là, attendez, je précise, je suis aux toilettes, mais pas sur la toilette là. J'ai commencé à filmer ce vlog le 13 avril et on est le 19. Le 19 mai. Ça fait plus d'un mois. J'ai pas encore fini. Je dirais que c'est en partie causé par deux facteurs. Premièrement, j'ai lu des livres en dehors de ce vlog entre-temps. Et aussi, niveau vie personnelle, il y a des gros changements qui se produisent. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez peut-être que je vis dans un bâtiment qui s'apprête à être vendu. Et je suis dans une position vraiment délicate où j'ai comme aucune protection légale en tant que locataire. Donc j'étais pas mal certaine que j'allais finir par perdre mon appartement et c'est un peu ça qui est en train de se produire. Donc à cause de tout ça, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire dans les dernières semaines parce que tout mon temps libre était occupé à faire le ménage constamment de mon appartement parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient le visiter constamment. C'était merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que il n'y aura plus de visites désormais parce que je suis pas mal certaine que le bâtiment a été vendu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il a été vendu à des gens qui ont aucune intention de me garder ici. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aurais désespérément voulu rester pour 10 millions de raisons et la première étant que le marché immobilier dans ma ville horrible. Donc bref, c'est ça, je gère beaucoup de choses en ce moment, mais ça m'empêche pas de lire. Donc j'ai dépassé les 200 pages de The Marriage Act de John Marrs et je dois dire que, encore une fois, c'est mon boy. Là, je suis contente parce que j'ai réalisé en le lisant que c'était en quelque sorte la suite, mais pas vraiment la suite parce que tu peux le lire indépendamment, mais c'est la suite de âme sœur. Moi, j'avais donné 5 étoiles à ce livre. Et ce livre-ci se situe dans le futur de âme sœur. Donc, en bref, le concept de âme sœur, c'est qu'il y avait désormais une application où les scientifiques prenaient l'ADN des gens et pouvaient prédire les matchs parfaits amoureux. Et on finissait par voir à travers de nombreux points de vue que, au final, ça apportait des problèmes. Et donc, là, c'est le futur de cette société qui a évolué des matchs d'ADN à des mariages intelligents où c'est comme une intelligence artificielle du mariage qui guide les gens et la société encourage vraiment les couples à comme
upgrader à ce niveau de mariage parce que si t'acceptes que l'intelligence artificielle fasse partie de ta maison et comme écoute tes conversations pour s'assurer que t'es bel et bien un bon couple en santé, tu peux avoir accès à une maison puis plein d'avantages et tout. Mais donc évidemment, à travers les points de vue de ce livre, on découvre que c'est pas une si bonne idée que ça. Et j'aime ça, ok? C'est divertissant. Moi, ce que j'adore de cet auteur, c'est qu'il est capable de justement nous introduire à plein de personnages en même temps et c'est juste des petits chapitres de 2-3 pages. Mais instantanément, il y a quelque chose qui nous accroche. Chaque perspective, je suis jamais comme mécontente de me retrouver face à elle parce qu'il y en a aucune qui m'ennuie. Donc c'est possible, honnêtement, que ce livre soit un coup de cœur. Pour l'instant, je suis pas emballé au même niveau que pour âme sœur, peut-être parce que c'est pas nécessairement une expérience aussi nouvelle que âme sœur l'était vu que c'est un petit peu similaire. Mais dans tous les cas, je suis contente de lire quelque chose comme ça, surtout après le flop total de Bernard Werber. Donc je vais continuer à lire et je vais essayer d'accélérer la cadence parce que j'ai décidé de poster ce vlog 2 semaines plus tôt que je le planifiais à l'origine. Parce qu'en bref, je me suis rendu compte que si je suivais mon plan de poster le top 15 de mes plus vieux livres de ma palle et ensuite ma pile à lire de l'été, ce serait comme 2 vidéos de suite où je fais juste vous parler de livres que je veux lire mais que j'ai pas lu. Et ça, on dirait que ça me rend inconfortable. Donc voilà, je vais vraiment me forcer pour que ce vlog soit sur vos écrans tout de suite. Ok, rebonjour, j'ai terminé The Marriage Act. J'ai aimé ça, c'était une bonne lecture. C'était pas aussi génial que ce que j'ai lu de John Marrs dans le passé, mais c'était tout à fait un moment divertissant, j'ai aimé. Je pense que le truc qui a affecté mon appréciation et qui fait qu'au final je lui donne seulement un 4 étoiles, c'est parce que le concept dans âme sœur d'une application de dating basée sur l'ADN, genre je voyais pourquoi les gens embarquaient dans le concept et je voyais l'attrait du truc et pourquoi les gens réalisaient pas nécessairement les conséquences négatives que ça allait avoir. Tandis que dans ce concept-ci de genre mariage, je suis certaine qu'il va être traduit en français un jour parce que âme sœur l'a été. Je sais pas c'est quoi le mot qu'ils vont utiliser en français, mais ici c'est genre un smart marriage, un mariage intelligent, un mariage upgradé. Directement tu m'arrives avec ce concept-là dans la vraie vie, puis je peux te dire tout ce qui va mal aller. Donc pour moi on dirait que j'embarquais un peu moins dans la fantaisie. Il y a pas de fantaisie, c'est pas de la fantaisie, mais je trouve que c'est plus intéressant de partir d'un concept qui a l'air purement positif à première vue et qui l'est pas, plutôt qu'un concept qui a pas l'air positif à première vue, honnêtement. Et donc voilà, c'est pas une œuvre sur laquelle j'aurais beaucoup de points négatifs à dire. C'est sûr qu'il y a certains points de vue qui sont devenus un petit peu moins intéressants avec le temps et je suis pas nécessairement satisfaite de la direction de chacun d'entre eux, mais je voulais être divertie, j'ai été divertie, je lirai certainement le prochain roman qu'il va publier et qui se déroulera dans le même univers que ses autres livres. Donc voilà, 4 étoiles. Mais ensuite, j'ai commencé Voyage fatal et je l'ai abandonné après 15 pages. Je suis désolée, ok, je suis désolée. Mais premièrement, c'est même pas un livre que j'ai choisi d'acheter, c'est un livre que j'ai choisi d'emprunter à ma grand-mère sans lui demander. Donc en soi, il était dans ma palle, mais c'est pas une grosse perte pour ma palle. Je vais juste subtilement le reglisser dans ses étagères, même si c'est pas subtil du tout parce qu'il regarde toutes mes vidéos. Bonjour! Mais donc ce qui s'est passé là, c'est que j'ai ouvert le livre et j'ai été frappée par l'écriture. Ça fonctionnait pas avec moi, ok? Tout fonctionnait pas avec moi. C'était froid, c'était direct, c'était trop descriptif. J'aimais pas du tout le fait que c'était écrit au passé composé. Je trouvais que ça donnait un ton très bizarre à tout. Et ça, c'est une série de livres sur laquelle la série Bones a été basée et j'ai adoré la série. Et je me rends compte, en lisant le format écrit, que si un livre a pas nécessairement les meilleurs personnages, la meilleure plume ou les meilleures émotions ou blablabla. Si c'est pour être une enquête très basique, sèche, froide, ben je préfère genre la regarder en version télévisée. Donc j'ai décidé que j'allais pas perdre de temps. Non, je l'abandonne. J'étais pas du tout inspirée, vraiment pas. Mais donc, vu qu'il me reste encore un petit peu de temps avant que le vlog sorte, j'ai décidé que j'allais m'attaquer à un des 15 plus vieux livres de ma part. Donc j'ai commencé Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King. J'en suis présentement à la moitié et je vous reparle quand je l'aurai terminé. Et bien évidemment, quand je l'aurai terminé, ça signifiera que je pourrai aller acheter Funny Story.
Ok, alors finalement, j'ai terminé Wendy et la boîte à boutons quelques heures après vous avoir filmé la dernière mise à jour. Ça s'est lu super vite, super bien, j'ai apprécié. Le concept en bref, c'est qu'on va suivre une petite fille qui va rencontrer un homme étrange et l'homme va lui présenter une boîte à boutons. Il va lui expliquer que chaque bouton à l'intérieur a un pouvoir différent et ça peut aller de trucs anodins comme un bouton qui donne un chocolat spécial, un bouton qui donne une pièce de monnaie, mais les autres boutons ont des conséquences beaucoup plus désastreuses. Donc on va suivre un peu l'adolescence de cette jeune fille qui va profiter des avantages de cette boîte tout en étant perpétuellement comme attirée par les boutons qu'elle sait qu'elle devrait jamais oser peser dans sa vie. Et c'est le genre de roman où si ça avait pas été un truc qui faisait seulement 132 pages, je pense que ça aurait pu devenir peut-être chiant parce qu'en soi le concept était assez simple, mais le fait que ça a été un petit morceau de littérature, moi ça fait que je l'ai gobé tout rond puis j'ai apprécié. J'aimais la protagoniste, j'aimais qu'elle conservait à la fois un sens de moralité tout en écoutant parfois les côtés plus sombres de son esprit. Et moi en général je suis fan des livres qui suivent vraiment la progression de quelqu'un, genre c'est pas juste sur 1 ou 2 années, là, c'est... Je sais plus elle avait quel âge à la fin, mais peut-être qu'elle touchait même sa vingtaine. Donc c'est le genre d'histoire sur laquelle j'ai pas énormément de choses à dire, ça m'a pas énormément donné de trucs sur lesquels je pourrais trouver des choses à dire, mais j'ai été divertie, j'ai apprécié, c'est agréable. 4 étoiles. Là j'ai hésité parce que je me rends compte que j'ai donné 4 étoiles à The Marriage Act et je pense que j'ai plus aimé The Marriage Act, mais en même temps on dirait que mon système de notation pour les livres qui sont des nouvelles, genre soit c'est pas un roman, c'est vraiment une novella, on dirait que mon système de notation est différent que pour des vrais romans parce que le livre a pas eu l'opportunité de me donner autant qu'un vrai roman, donc je peux pas le juger genre de cet œil-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc bref, j'ai terminé le vlog. Ce qui signifie que j'ai eu le droit hier d'aller acheter Folly Story. Oh mon dieu, j'ai plus de batterie. Ah! Ok, alors pour le résultat de la vidéo, j'ai commencé à filmer quand j'avais 100 lits dans ma palle. Non, c'est pas vrai, elle était à 99. Et oui, ok, j'ai lu 6 lits dans ce vlog, mais entre-temps, j'en ai lu d'autres. Donc, à l'heure actuelle, je suis à 89. Je suis contente, ok? C'est la descente que je voulais voir. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine ou alors à rejoindre la communauté sur le ciel pour avoir accès à la vidéo exclusive qui sortira la semaine prochaine. Autrement, on se revoit dans 2 semaines. Bye!